Être ou ne pas être dans le Sud? Telle est la question de bien des Québécois quand le creux du mois de mars se fait sentir. Même si elle rêve de soleil, Valérie Laflamme-Caron, elle, n'est pas prête à plier sur ses principes moraux pour se faire chauffer la couenne. Salut Valérie. Allô Simon. Alors, est-ce que tu aimes l'hiver ou est-ce que tu es plutôt est-ce que tu risques quand tu vas être à la retraite de devenir une snowbird? Je risque vraiment de devenir une snowbird, mais moi je fantasme des déserts du Nouveau-Mexique, donc vous risquez de me retrouver là, dans un van, dans le désert. Et non en Floride. Exactement, mais je tiens à dire que c'est pas comme par vertu, comme tu l'as laissé sous-entendre, là. C'est vraiment pour des raisons pragmatiques finalement. Ça coûte trop cher. Ben, ça coûte trop cher, puis c'est beaucoup de dérangements pour aller une semaine quelque part. Puis je dois aussi dire que le contexte de tout inclus me plaît moins. Donc c'est peut-être même par préférence que je n'y vais pas. OK. Mais c'est pas par vertu. Mais ça t'empêche pas de te questionner sur des enjeux éthiques liés à ces fameux séjours dans le Sud, dans les tout inclus. Ça, c'est sûr. OK. Justement, dans le dernier magazine Le Verbe du mois de mars, tu as écrit, Valérie, un texte d'opinion sur tous ces enjeux éthiques, là, sur les fameux tout inclus, dans lesquels plusieurs Québécois se rendent. Est-ce qu'il faut se culpabiliser de chercher à fuir l'hiver? Mais je pense pas, puisque en fait, on en a la possibilité, puis ça n'a jamais été aussi facile de le faire. Je me souviens, avec ma famille, j'avais 13 ans. On est allé à Cuba en plein mois de novembre et tout ça. Puis pour moi, c'était comme le symbole comme quoi on était parvenu à quelque chose dans la vie, d'être en mesure de partir en famille dans le Sud. C'était vraiment exceptionnel. Je pensais que c'était l'aventure de ma vie à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose là, de très banal. La majorité des départs du Québec en plein hiver là, se dirigent vers le Sud, donc les départs par avion. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment ancré dans les mœurs. Bon, pour faire ton enquête, là, Valérie, plutôt que d'aller dans le Sud, vu que tu n'as pas le temps ni l'argent, tu as décidé de te mettre devant un écran puis d'écouter une série HBO. C'est bien ça? Exactement. C'est la version paresseuse de l'ethnographie, mais oui. Dans les dernières semaines, là, je me suis gâtée avec la série The White Lotus, donc, qui est sortie en 2021 et qui se déroule là, sur le site d'hôtels luxueux. La première saison se passe à Hawaï et la deuxième saison en Sicile, en Italie. Et qu'est-ce qu'on découvre là, quand on suit les personnages et l'histoire de cette série White Lotus? J'imagine qu'il nous montre à la fois le côté des gens qui travaillent dans l'hôtel et des vacanciers qui profitent des services de l'hôtel. Tout à fait. Puis ce que j'ai trouvé admirable avec cette série, c'est qu'on t'accroche en te laissant croire que ce serait une série de meurtres et mystères, une série policière, voire un thriller qui se passe dans un complexe hôtelier. Mais rapidement, on sait qu'il y a un meurtre qui va advenir. Par contre, ça devient extrêmement secondaire dans l'intrigue. On passe les épisodes un après les autres, puis on oublie presque qu'un meurtre va arriver. Mais oui, ça nous met en contact avec toute une belle brochette de personnages tout aussi détestables les uns que les autres, mais quand même attachants. Parce que ce que j'ai apprécié de cette série, c'est qu'on s'éloigne quand même des clichés. En fait, les gens ont l'air d'être des clichés, mais à chaque épisode qui passe, on se rend compte qu'il y a plusieurs failles dans les personnalités des gens, les contradictions apparaissent, ces gens-là vivent différents combats. As-tu quelques exemples? Oui, certainement. Donc, au niveau des clients, on va d'abord suivre Tania, qui est une riche héritière dans la soixantaine. C'est une femme brisée qui fait le deuil de sa mère. Elle a apporté avec elle les cendres, d'ailleurs, de sa mère, qu'elle compte disperser dans l'océan. On suit aussi la famille de Nicole et Marc et surtout leurs adolescentes, Olivia et Queen, qui est le jeune frère, et surtout Paula, qui est l'amie d'Olivia. Paula, c'est la seule cliente noire qu'on retrouve sur le site. Et ce sont deux jeunes filles, les adolescentes, qui sont en plein découverte de la littérature associée au combat de justice sociale, de lutte contre le racisme, contre le sexisme et ces choses-là. Donc, elles vont beaucoup remettre en question leurs parents, vont beaucoup là, les confronter. C'est un terrain fertile pour observer des inégalités quand même. Tout à fait, mais on se rappelle que ces jeunes filles-là sont quand même elles-mêmes issues d'un milieu aisé, là, donc bon, ça va amener d'autres péripéties. Et on va suivre là, un de mes personnages préférés, là, Shane, qui lui aussi est un riche héritier, qui est en lune de miel avec sa femme Rachel. Rachel, c'est une journaliste qu'on pourrait qualifier de journaliste ratée. Elle n'excelle pas dans son activité. Et en mariant Shane, elle réalise que finalement, elle a embrassé la vie de ce qu'on appelle une femme trophée. Et puis, on est certain, au fur et à mesure de la série, que Rachel, découvrant le caractère exécrable de son mari, va finir par le laisser. Et en fait, là je fais du je divulgage, là, mais en fait, ce qu'on va comprendre, c'est que Rachel, elle est plus choquée de découvrir ce qu'elle a été prête à elle-même sacrifier pour s'assurer une vie confortable. En fait, les personnages
Puis là, il y a aussi les personnages employés dont je vais vous parler, mais les personnages clients, on voit qu'ils sont vraiment mus par un idéalisme. Ils attendent quelque chose de plus de la vie, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser les gens qui les entourent et finalement de choisir là, l'appât du gain. C'est que finalement, l'appât du gain devient plus fort là, que toutes leurs autres aspirations. Et j'imagine que cet hôtel de luxe dans le Sud est comme un lieu favorable à instrumentaliser peut-être les employés. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. La série commence, on voit la clientèle arriver sur un bateau et les employés se placent sur le quai et se mettent un masque littéralement. Et là, il y a Harmon, un personnage succulent, le maître d'hôtel. Là, c'est lui, mon personnage préféré, qui dit à tous les employés, là, vous devez vous mettre un masque à partir de maintenant. Vous êtes des êtres interchangeables, sans personnalité, sans vie. Et là, on les voit machinalement se mettre un faux sourire et saluer de la main, comme on peut retrouver là, dans tous les hôtels du Sud. Là, je pense que ça fait partie des rituels d'accueil, justement. Mais là, est-ce que les personnages qui sont les employés, c'est toutes des pauvres victimes d'un système ou c'est plus complexe que ça? Il y a clairement une différence entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Est-ce que ces gens-là, employés, vont faire des bons choix? Non, forcément. Eux aussi ont leurs failles. Notamment, là, Armand, qui va être amené à tomber sur une pente glissante, là, si je peux dire. Puis, on voit qu'avec les années, cet homme-là a cultivé beaucoup de rancœur à l'égard de la clientèle, puis ça va ressortir. On a aussi Belinda, qui est responsable du spa. Donc, Belinda, elle se fait un peu avoir par Tania, la soixantenaire argentée. Tania va utiliser Belinda comme meilleure amie, ça va devenir sa confidente, puis elle va lui promettre d'investir de l'argent pour qu'elle puisse démarrer sa propre entreprise. Donc, Belinda, elle est dans une situation où elle pourrait justement s'émanciper de cet emploi dans le complexe hôtelier, mais rapidement, Tania va balayer de la main là, Belinda. Dès que Tania va trouver quelqu'un d'autre à qui s'accrocher, elle va la rejeter. Et on a aussi Kai, qui est un employé qui va développer une liaison avec Paula, donc l'autre cliente, en fait, la cliente là, noire dont j'ai parlé, qui, elle, est très... c'est ça, en lutte contre le racisme, mais elle va convaincre Kai de procéder à un vol, donc d'un vol de bijoux dans la chambre là, de la famille qui l'a amené au complexe là, à Hawaï. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Paula, elle a tellement, justement, des grands idéaux, mais elle reste quand même dans une position très privilégiée par rapport à Kai. Et à la fin, c'est Kai qui va payer de ça parce qu'il s'est fait un peu avoir par le mirage, finalement, comme quoi le vol permettrait de rétablir la justice justement par rapport à cette famille-là qui ne mériterait pas tout ce qu'elle possède. Mais finalement, c'est lui qui va payer de ça. Puis on va se rendre compte que Paula, ben oui, ça la dérange, mais elle n'aura rien fait pour l'empêcher. Elle ne va pas se dénoncer elle-même. Donc, à la fin, il n'y a rien qui bouge. Les hiérarchies restent les mêmes. Chaque chose est à sa place. C'est vraiment intéressant. Je pensais qu'en abordant des enjeux éthiques, tu me dirais, ils sont sous-payés, il y a des problèmes environnementaux, des choses comme ça. Mais je vois que c'est beaucoup aussi au niveau psychologique et relationnel. Dans le fond, qu'est-ce qui amène des gens à vouloir peut-être fuir leur réalité en allant comme ça dans des voyages dans le Sud? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça se passe dans un complexe hôtelier, mais le complexe hôtelier agit vraiment comme théâtre de toutes ces relations utilitaires-là. Mais on a quand même plusieurs indicateurs par rapport au contexte socio-économique là, dans lequel s'est développé ce complexe-là. On va comprendre qu'il a été construit sur des terres appartenant anciennement à la famille de Kai, notamment. Tu sais, c'est des terres qui ont été usurpées, puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à Hawaï présentement, des familles, des natifs qui se font exproprier de leur maison, de leur terre pour laisser place à des grands complexes. Donc ça, on va le retrouver, mais non, c'est vraiment... c'est pas une fable de justice sociale, c'est vraiment une satire. Mais qu'est-ce qu'il y en est de la réalité? Là, on est dans de la fiction, mais si on se tourne vers les complexes hôteliers, là, mettons à Cuba, par exemple, est-ce que tout est rose dans ces lieux-là? Non, c'est ça. Puis là, je vais parler en fait de seulement Hawaï. Là. Le contexte de la Sicile pourrait être différent. Parce que la série se passe dans les deux pays, c'est ça? Oui, c'est ça. La deuxième saison, c'est dans un autre pays. C'est une chaîne, White Lotus? C'est exactement. ça le concept? OK, fait qu'il y a une possibilité infinie de saisons. C'est ça. Même la Ville de Québec a essayé d'avoir la quatrième saison, là, mais bon, ce n'est pas garanti. Donc oui, en fait, moi, j'ai cherché sur l'hôtel dans lequel a été tourné le film. Moi, ça m'intéressait. Si je veux aller en vacances
ou à l'hôtel du White Lotus, mais ça coûte un minimum de 9 000 $ américains par nuit. Donc, OK, c'est pas tout à fait les tout inclus des Québécois. Non, c'est ça. On n'est pas à Cuba ici. Puis une journée d'activité, là, ça peut coûter jusqu'à 25 000 $. Donc, on est vraiment dans une industrie hôtelière qui est destinée au 1 %. Du ultra-luxe. Oui, du ultra-luxe. Donc c'est ça. J'ai parlé de l'expropriation des terres, c'est quelque chose de commun. Mais il y a un autre problème, parce qu'à Hawaï, spécifiquement, on est sur une île. Donc, qui dit île, dit des ressources limitées. Hein. L'approvisionnement devient extrêmement difficile, extrêmement dispendieux. Donc, il y a beaucoup de surtourisme actuellement. Donc, ça crée un besoin quasiment illimité là, de classes de personnel de service. Parce que même si les gens travaillent dans des hôtels de luxe, ils n'ont pas un salaire de luxe, là, vraiment pas. Donc, souvent, ces gens-là doivent cumuler plusieurs emplois. Et puis, ça fait en sorte qu'on ne participe pas réellement à l'émancipation économique des Hawaïens, parce que ce qu'on a de besoin, ce n'est pas des gens qui gagnent des bons revenus et tout ça, c'est des gens qui vont occuper les postes de service. OK, c'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, peut-être c'est un préjugé que j'ai. J'allais me dire, ben quand même, le tourisme apporte un certain apport économique dans le pays. Il donne des emplois. Ce ne sont pas que des victimes, les employés? Oui, non, mais dans le fond, l'essentiel des profits vont aller à l'étranger, parce que ces méga complexes hôteliers, qu'on soit à Hawaï, au Mexique, à Cuba, ça n'appartient pas aux locaux, ça appartient à des intérêts étrangers. Puis c'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, au Québec. Au Québec, où on a construit un Club Med là, dans Charlevoix dans les dernières années, bien, ça n'appartient pas aux Québécois. La même chose avec le Château Frontenac à Québec, ça appartient à des intérêts étrangers. Donc, oui, il y a des gens qui peuvent avoir des emplois, mais s'ils étaient privés de ces ressources de revenus-là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? C'est une industrie qui est toujours en croissance, donc ça l'amène encore une fois à construire des nouveaux développements. Durant l'été, il peut y avoir des pénuries d'eau, ça crée des grands problèmes de congestion routière, parce qu'à Hawaï, spécialement, le réseau routier là, est... Ben, on ne peut pas faire des grands road trips à l'infini. Tu es sur une île. Donc, c'est un peu la même chose à Venise. Là. J'ai vu que Venise, depuis quelques années, limite le nombre de touristes qui sont acceptés à entrer dans la vieille ville à chaque jour. Il faut acheter un pass. C'est gratuit, mais juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde à chaque jour qui circule. Là. Exactement. Puis ça crée un rapport inégaux par rapport aux Autochtones hawaïens, parce que leur culture, elle est stéréotypée pour être mieux mise en marché. Leurs sites sacrés ne sont pas respectés. Donc, actuellement, il y a un grand mouvement à Hawaï de gens qui s'opposent au tourisme là, de façon assez agressive et militante. Mais quand on voit comme c'est quoi qu'ils ont comme effet négatif de ça, on peut les comprendre. Pour terminer là-dessus, pour dire, à Hawaï, c'est un des endroits aux États-Unis actuellement où il y a le plus d'itinérance proportionnellement à la population. Ariane? Mais est-ce qu'on est complètement ignorant de ces choses-là, ou est-ce qu'on est insouciant? Il me semble qu'on sait là, que le tourisme, c'est pas bon pour les populations natives. On sait que l'avion, ça pollue. Est-ce qu'on le sait pas assez, ou est-ce qu'au fond, on n'est pas devenu un peu addict là, des voyages? Là? Parce que dire aux gens, voyager, c'est mauvais, on devrait chacun rester dans notre coin de pays, je pense qu'il y aurait un backlash, là, non? Ah, mais on n'est pas prêt à ça, puis je m'inclus là-dedans, puis c'est clair que c'est des choses qui sont connues, mais nous-mêmes, dans notre petite réalité de travailleurs au Québec, on traverse l'hiver, le quotidien est quand même difficile et éreintant, là. Je l'ai dit dans ma chronique, moi, j'ai aucun plaisir l'hiver, là. T'auras beau me parler de sport d'hiver, machin, là, non. Moi, je dis non à tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors, Valérie? Est-ce qu'il faut arrêter de voyager, préférer le tourisme local, accepter de payer plus cher pour aller dans des destinations qui seraient certifiées éthiques, par exemple? Bon, tu sais, c'est certain que c'est très caricatural. Ben, tu sais, on l'a déjà entendu, c'est un peu du réchauffé, mais je pense qu'il est possible de voyager en étant plus respectueux des populations locales. Puis ça implique d'éviter les gros complexes, justement, de chercher... il peut y avoir des hôtels plus luxueux, cela dit, qui sont détenus par des gens qui appartiennent à l'endroit qu'on souhaite visiter, des gens qui ont un souci de faire connaître la vraie réalité de l'endroit. Mais comme tu le dis, Ariane, je pense que quand on est rendu à se payer une semaine dans le sud en plein mois de mars, on n'est pas là pour apprendre nécessairement. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment être au soleil puis pas faire grand-chose, finalement. Oui, exactement. Puis on veut surtout pas être dérangé. Et même, c'est pour ça qu'on paye, en fait. C'est pour pas être dérangé et vivre selon des grands critères de confort qu'on a ici, et même plus. D'être un peu comme un petit roi. Pendant une semaine, on se fait à croire qu'on est au top du monde alors qu'on est juste dans un resort cheap.
Mais est-ce que la solution serait pas plutôt de retomber en amour avec l'hiver québécois? Oui, mais ça, c'est mon plus grand rêve, là. C'est ce dont je parle dans ma chronique, là. Parce que, tu sais, est-ce que je suis heureuse, moi, à chaque hiver, de me fantasmer sur le bord d'une plage? Pas nécessairement. Est-ce que si j'allais dans le sens de mon désir, je serais plus heureuse? Non plus, parce qu'une semaine, ça passe vite, on revient, puis la neige s'accumule, puis je veux dire, ça me rendra pas plus épanouie au quotidien. Mais oui, je pense que d'embrasser les conditions de notre vie, qui sont celles d'être un peuple nordique, bien, je pense que ça peut nous aider là, à mieux vivre cet hiver-là. Puis à ce moment-là, bien, quand on ira visiter d'autres pays, qu'on partira en voyage, ça va vraiment être par un désir de rencontre, plus parce que pour un besoin de fuir. Merci Valérie. On pourra lire ton texte dans le magazine Le Verbe du mois de mars, Une place au soleil, pour aller plus loin dans la réflexion. Valérie Laflamme-Caron, journaliste pour le magazine Le Verbe et agente de pastorale au secondaire. Merci